Très bien. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, bonjour à tous. On va parler du master de biochimie. Ça fait un peu bizarre parce qu'en fait, vous êtes 25 en ligne et là, on a un grand amphi. Il y a deux personnes qui sont là. OK, donc 27 en tout. J'allais dire que la réunion va durer 1 heure à peu près. La présentation va durer 1 heure. Et ensuite, on aura la possibilité d'échanger dans la salle Thémis 56. Vous aurez l'occasion de poser des questions plus personnelles, mais bon, a priori, il n'y aura que deux personnes qui pourront aller dans la salle Thémis 56. Bon, voilà. Pour les autres qui sont en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions par la suite. Alors voilà, je vais vous parler moi, du master de biochimie, biologie moléculaire. J'espère que vous voyez bien les diapositives qui doivent être en plein écran normalement. Donc le plan qu'on va suivre, la présentation va durer à peu près 1 heure. Le plan qu'on va suivre est le suivant. Je vais vous expliquer les modifications du master qui ont eu lieu depuis 1 an et demi maintenant. Le master est en train d'être profondément changé avec des choses qui ont été mises en place et des choses nouvelles qui arrivent. Donc, euh, regardez attentivement la présentation d'aujourd'hui et puis consultez-la ensuite une fois qu'elle aura été enregistrée plutôt que d'aller voir sur le site parce qu'il y a des choses qui sont en cours de modification et qui sont peut-être pas encore sur le site internet. Ensuite, on va voir donc après je vous aurai expliqué les changements du master, ce qui est enseigné en master de biochimie, pourquoi ça peut être intéressant de faire un master de biochimie plutôt qu'un autre. Ensuite, je vous parlerai des débouchés, bien sûr. Et puis, en fin de séance, donc 40 minutes à peu près, on aura une étudiante qui va présenter son expérience et puis un diplômé qui viendra également témoigner. OK. Alors, je voudrais juste enlever cette petite barre hein, ici pour qu'on voit le... Voilà. Alors, ce qui a changé depuis 1 an et demi, c'est l'équipe de pilotage du master et l'équipe pédagogique et donc les coordonnées des personnes qui sont aux manettes. Donc vous les avez sous les yeux ici. Donc Lionel Ballu, Philippe Lal qui sont co-responsables du M1, moi-même et puis Stéphanie Heravo, co-responsable du M2. Et puis l'équipe pédagogique est complétée par Emmanuel Bettler, Jérôme Pucharzac, Olivier Marcilla, Simon Mégy. Donc si vous êtes étudiant à Lyon, vous connaissez peut-être certaines de ces personnes qui sont donc des enseignants-chercheurs en biochimie. Et ici, il y a 8 enseignants-chercheurs qui sont censés représenter les principaux thèmes de la biochimie, donc de la biologie structurale à l'enzymologie, en passant par le métabolisme et la bioinformatique. Voilà. Donc vous avez les coordonnées des membres de l'équipe de pilotage dans cette diapositive si vous avez des questions à poser ensuite. Alors, hop. Tac. Alors, cette équipe pédagogique, elle fonctionne en parallèle avec un conseil de perfectionnement. Donc, il faut que je vous dise un mot ou deux, parce que si vous faites le master de biochimie, vous pourrez être impliqué dans ce conseil de perfectionnement. Alors, c'est une entité statutairement obligatoire. En fait, chaque formation doit avoir un conseil de perfectionnement qui a pour fonction d'analyser les résultats du master et de proposer des évolutions. Et on a mis en place ce conseil de perfectionnement et on essaye d'associer les étudiants le plus possible au fonctionnement du master. Donc voilà, si vous faites ce master, vous pourrez y être associé. Donc dans le conseil de perfectionnement, donc il y a les enseignants-chercheurs, il y a des enseignants-chercheurs de biochimie, donc c'est ceux que vous avez en haut là sur la diapositive. Ensuite, Alexandre Noiriel, qui est le responsable de la licence de biochimie, donc que vous connaissez si vous êtes en licence de biochimie, donc qui est là pour qu'il y ait une parfaite continuité entre les enseignements de la licence et les enseignements du master, évidemment. Ensuite, Catherine Gisler, qui est la responsable de l'UFR Biosciences, donc la fac Biosciences, si vous préférez, et qui connaît très bien tous les masters de la fac, et puis qui nous conseille sur d'éventuelles améliorations du master en fonction de ce qui se fait dans d'autres masters, donc ce qu'on a commencé déjà à faire. Emmanuelle Canesoulas, qui est l'ancienne directrice de l'école doctorale à laquelle postulent les étudiants diplômés du master pour décrocher une bourse doctorale et continuer en thèse. Donc elle nous aide à améliorer le master pour optimiser l'insertion ou l'obtention des bourses par nos diplômés. Mais
Ça, c'est quelque chose qu'ils réussissent généralement très bien, donc poursuivre en thèse avec des bourses. Sylvia Pampani, donc du SOA, service d'orientation. Et là, ça va vous intéresser peut-être davantage. Camille Louva, c'est une diplômée récente du master qui fait partie du conseil de perfectionnement. Et puis Victoria Araba, qui est aujourd'hui étudiante en M2, qui représente les étudiants du M2. Et à ces étudiants, il y a deux autres étudiants qui ne sont pas représentés ici, qu'on vient juste d'intégrer au conseil de perfectionnement, qui sont deux étudiants du M1, qui ont été désignés par leurs camarades du M1. Et donc, eux quatre eh ben, sont là pour nous faire remonter en fait, les avis des étudiants et nous aider à améliorer le master à pas mal de niveaux. Donc, voilà, sachez que si vous vous orientez en master de biochimie, vous pourrez soit participer au conseil de perfectionnement, soit désigner les étudiants qui y participeront, et on essaiera de travailler vraiment en interaction avec eux le plus possible dans l'avenir. Et puis enfin, le conseil de perfectionnement associe également des personnes du privé, puisque le but évidemment du master, c'est que les diplômés trouvent le plus rapidement possible un emploi. Donc on a les personnes que vous avez sur la diapositive, qui sont soit issues de Big Pharma, Sanofi, Biomérieux, soit de plus petites entreprises, de start-up, comme en bas, Christophe Marquet, 3D Fab, et voilà, qui nous aide à améliorer le master pour que la formation soit en adéquation avec les attentes du privé. Voilà, alors maintenant on va parler peut-être de ce qui vous intéresse, premier chef, c'est qu'est-ce qui est enseigné en master de biochimie, biologie moléculaire. Alors, ce qui est enseigné, c'est différentes choses, et en particulier la biologie structurale, la biophysique, la bioinformatique, la biochimie métabolique, l'enzymologie, la biologie cellulaire et moléculaire, peut-être des mots qui font un peu peur, mais je vais essayer de vous illustrer par quelques diapos simples, en commençant par donc les deux termes qui sont en gras, la biologie structurale et biophysique. Alors, il s'agit d'utiliser des techniques de biophysique pour déterminer la structure de macromolécules et principalement de protéines. Alors, les techniques de biophysique qui sont enseignées en master, c'est la diffraction des rayons X qui permet de connaître la structure 3D des protéines cristallisées, la RMN, donc la résonance magnétique nucléaire, la cryomicroscopie, voilà, la microscopie confocale, le SAX, etc. Donc, toutes les techniques de biophysique qui permettent d'obtenir le genre de résultat qui est présenté à gauche sur la diapositive. Alors, qu'est-ce qui est représenté à gauche? Alors, ça ne va pas vous surprendre, c'est un exemple de l'actualité. C'est la structure 3D d'une protéine, la protéine Spike, qui est la protéine du virus SARS-CoV-2, qui lui permet d'interagir avec son récepteur sur les cellules épithéliales humaines. Alors, cette protéine Spike, alors, du coup, je ne sais pas quoi montrer, parce qu'il y a du public un petit peu dans l'amphi, et puis aussi à la maison. Donc, je ne sais pas si je dois montrer l'écran sur l'amphi ou alors à la maison. Peut-être comme ça, ce sera plus simple. Tac, voilà, ici. Donc, ici, c'est la protéine Spike, donc la protéine du virus, qui a été caractérisée. Sa structure 3D a été caractérisée et a été également caractérisée son association avec une autre protéine qui est au-dessus ici. Cette autre protéine, ce n'est pas son récepteur, ça aurait pu l'être, mais ici, ce n'est pas son récepteur. C'est un anticorps qui a été généré par un individu infecté. Donc, association bien caractérisée au niveau structural entre la protéine spike du virus et un anticorps ici sur la partie haute du schéma. Bon, à quoi ça sert de savoir tout ça? À quoi ça sert de connaître parfaitement quels sont les acides aminés qui interagissent les uns avec les autres sur la protéine spike, sur l'anticorps? Eh bien, ça sert à savoir, dans le cadre de l'infection par le Covid, l'effet de telle ou telle mutation du virus, de la protéine spike, sur l'interaction de cette protéine spike avec son récepteur, par exemple, pour savoir si tel ou tel variant du virus est plus ou moins agressif parce qu'il est plus capable d'interagir avec les cellules épithéliales ou pas. Voilà. Donc, comprendre et déterminer la structure des molécules. Ensuite, en master, on vous enseignera de la bioinformatique. Alors, la bioinformatique peut permettre de déterminer la structure ou de prédire la structure des molécules, des protéines, mais également d'autres choses comme les interactions des molécules les unes avec les autres. Et c'est l'exemple qui a été choisi ici. Donc, c'est par ordinateur, hein, in silico, on dit, on va prédire l'interaction des protéines.
Alors, l'exemple est toujours le même, le SARS-CoV-2. Et dans cette étude qui est représentée ici, mais évidemment que vous ne pouvez pas voir en détail, mais vous allez me faire confiance, les 26 protéines virales du SARS-CoV-2, qui sont représentées ici par les losanges rouges, les 26 protéines virales pourraient interagir, c'est ce que cette étude a montré, pourraient interagir avec 332 protéines humaines, qui sont donc tous les partenaires qui sont indiqués par des traits. Donc 332 protéines humaines potentiellement impactées par l'infection virale, pour lesquelles la structure et la fonction pourront être modifiées. Alors à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, ça sert à identifier des mécanismes derrière les symptômes engendrés par l'infection virale. C'est qu'il y a beaucoup de symptômes qui ont été décrits. Eh ben, ce genre d'étude peut permettre d'identifier les protéines qui sont responsables de ces symptômes et donc de traiter les symptômes en plus de traiter l'infection virale. Allez, dernier exemple de bioinformatique. Là, il s'agit de repositionnement de médicaments. Alors, c'est une étude qui a prédit qu'un antiviral aujourd'hui utilisé dans une autre infection virale, un autre virus, un antiviral aujourd'hui utilisé devrait être capable d'interagir avec une protéine, avec une protéase importante du SARS-CoV-2 pour bloquer son activité. Donc là encore, il n'y a pas d'expériences qui ont été effectuées, simplement par ordinateur. On est capable de prédire cela. Donc qu'un médicament antiviral actuel pourrait être efficace contre le virus. Et ça pourrait permettre de repositionner ce médicament dans l'infection SARS-CoV-2 et donc de gagner du temps par rapport à une recherche expérimentale classique de médicaments. Ok, donc biologie structurale, biophysique, bioinformatique. Vous aurez également des cours d'enzymologie et de métabolisme, biochimie métabolique. Alors, pourquoi de l'enzymologie? Eh bien parce que la grande majorité des cibles thérapeutiques qui sont aujourd'hui euh, traitées par les médicaments, ce sont des enzymes. La plupart des médicaments ciblent des enzymes, bloquent l'activité d'enzymes qui sont dérégulées. Donc, ça veut dire que quand on veut développer un nouveau médicament, eh ben, il faut connaître la structure et la fonction des enzymes et savoir comment les inhibiteurs agissent sur les enzymes. Il y a plusieurs types d'inhibition qui sont possibles. Donc, il faut bien savoir caractériser ça. Ensuite, il faut savoir quelles enzymes il faut cibler, quelles enzymes il faut potentiellement inhiber. Alors pour cela, il faut connaître le métabolisme dérégulé, le métabolisme pathologique. En licence, ce qu'on apprend habituellement, c'est le métabolisme classique, physiologique, la glycolyse par exemple. Eh bien, en master, on vous montrera que les voies classiques du métabolisme, la glycolyse, sont souvent dérégulées dans tout un tas de maladies avec des conséquences plus ou moins graves, conséquences qu'on essaye euh, de, de, de limiter avec des inhibiteurs d'enzymes. Donc, alors, il y a, comme je vous le disais, beaucoup de maladies où le métabolisme est dérégulé. Dans l'infection par le SARS-CoV-2, il y a une participation importante du métabolisme dérégulé. Alors, a priori, il peut sembler étrange qu'il y ait un lien entre le métabolisme et puis une infection virale, mais il y a un lien qui est très fort. Et vous êtes probablement déjà un petit peu au courant. Alors, ce lien, il est illustré par le risque de mortalité induit par le virus dans la population générale et dans la population malade métaboliquement. Alors, je m'explique. Euh, un individu sans maladie métabolique grave a un risque de mortalité d'environ 1% suite à l'infection virale. Bon, évidemment, ça dépend de la classe d'âge, mais on va dire 1% pour un individu adulte bien portant. Eh bien, si cet individu adulte, il est diabétique avec un diabète actif, eh bien, le risque de mortalité, il est multiplié par 10. Il va jusqu'à 11% de risque de mourir. Alors, a priori, pas de lien entre le diabète et l'infection virale. Eh bien, si, il y a un lien qu'on vous apprendra en M2. Dans une UE de métabolisme, on vous expliquera que la glycolyse, par exemple, la glycolyse, ce n'est pas simplement une voie métabolique qui permet de produire de l'ATP en réponse au glucose, c'est aussi une voie métabolique impliquée dans la production de facteurs inflammatoires qu'on appelle des cytokines. Donc, à partir de glucose, les cellules activent
des voies qui participent à la production de facteurs pro-inflammatoires. Et ce qui a été montré, c'est que le SARS-CoV-2, quand il infecte les cellules inflammatoires, il active, il stimule la glycolyse pour augmenter la production de facteurs pro-inflammatoires, augmenter la production de cytokines, et c'est ce qui va déclencher ce qu'on appelle la tempête cytokinique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les médias. La tempête cytokinique, responsable de la mort des personnes diabétiques, davantage que le virus lui-même, en fait. Hein. C'est des facteurs pro-inflammatoires libérés par la personne elle-même qui est responsable de sa mort. Donc, on verra comment le métabolisme énergétique dérégulé, il peut être impliqué dans différents symptômes, dans différents cas pathologiques. OK. Donc, ces cytokines, cette tempête cytokinique induit la mort de personnes diabétiques. Comment? Eh bien, en agissant sur les cellules et en changeant le comportement, le devenir des cellules. Alors, vous aurez des UE de biologie cellulaire et moléculaire. Hein, on ne peut pas faire de la biochimie en se déconnectant complètement de la biologie cellulaire. Pas possible. Dans ces UE, eh ben, vous verrez pas mal de choses, notamment comment des stimulations, cytokines ou d'autres facteurs peuvent induire des cellules soit à proliférer, soit à se transformer, à se spécialiser, à se différencier, soit à mourir de façon programmée. Donc vous verrez tout ça et vous verrez notamment que des comportements cellulaires, il en existe beaucoup, notamment des formes de mort cellulaire. Vous avez appris à connaître l'apoptose et la nécrose. Ben, vous verrez qu'il existe beaucoup d'autres formes de mort cellulaire, la nécroptose, la pyroptose et encore d'autres. Donc vous verrez tout ça et les mécanismes impliqués en master de biochimie. OK, donc ça, c'est grosso modo le contenu des enseignements de master. Maintenant, à partir de septembre 2022, donc la rentrée prochaine, vous pourrez vous spécialiser dans une direction plutôt qu'une autre au sein du master de biochimie. Alors, il y a 4 parcours précisément qui vous seront proposés. Alors, ces 4 parcours, ils ont un M1 qui est commun, qui est un M1 généraliste de biochimie, qui apporte des bases solides en biochimie aux étudiants. On souhaite qu'à l'issue du M1, quel que soit le parcours emprunté par les étudiants ensuite, on ait formé des biochimistes solides. Voilà. Ils ont toutes les bases pour pouvoir travailler dans le domaine large de la biochimie. Alors ensuite, il y aura 4 parcours de M2 donc, qui seront ouverts. Le parcours qui a été placé en haut, biochimie structurelle et fonctionnelle, c'est le parcours qui existe aujourd'hui. Donc si vous avez été sur le site de l'Université Lyon 1, c'est celui qui est indiqué en premier. Alors ce parcours, il est très bien, il est excellent pour former les étudiants à la poursuite d'études en thèse et à la recherche dans le privé ou la recherche académique. Donc il est très bien pour cela et il y a un très bon taux de succès des étudiants qui sont diplômés, qui font une thèse et ensuite qui réussissent à trouver un emploi facilement. Mais il y a de plus en plus d'étudiants qui ne souhaitent pas continuer à faire une thèse. Et donc, on a ouvert un deuxième parcours qui s'appelle ingénierie biochimique et biotechnologie, qui a pour but de former le mieux possible les étudiants, les diplômés, pour une insertion professionnelle immédiate, donc vers le secteur privé essentiellement. Donc le contenu, je vous l'expliquerai dans la diapositive suivante. Donc ça, c'est les 2 principaux masters de biochimie, avec des enseignements de biochimie en M1 et en M2, soit pour une poursuite d'études et une insertion dans le public, soit pour un arrêt des études juste après le master et une insertion dans le privé. Et en plus de ça, il y a 2 autres parcours qui seront possibles. Le parcours ingénierie technico-commerciale, ça c'est pour les étudiants qui voudraient avoir une double compétence, biochimie et puis commerce, pour travailler dans le monde privé du commerce avec leurs compétences en biochimie. Et puis, il y a un dernier parcours qui sera proposé, qui est épistémologie et ingénierie de la science ouverte. C'est un parcours qui forme les étudiants à la communication scientifique. Donc, le M1 forme à la biochimie et le M2 à la communication.
Et ce parcours, il ouvre des portes dans le secteur académique et aussi dans le privé, par exemple dans le milieu du journalisme. Donc, il offre de solides bases scientifiques et des compétences en communication. OK. Donc maintenant, je vais vous présenter l'organisation des deux parcours principaux de biochimie, donc ceux qui proposent de la biochimie en M1 et en M2. Alors, euh, le M1 est représenté en haut et le M2 en bas. Donc, on commence par le M1. Donc, les UE qui sont professionnalisantes sont en bleu, les UE de biochimie sont en orange et les UE optionnelles en jaune. Alors, vous retrouvez ici les principales matières dont je vous ai parlé tout à l'heure, bioinformatique, biophysique, enzymologie, donc ingénierie moléculaire, donc des UE de biochimie. En plus de ces UE de biochimie, il y a des UE déjà de professionnalisation dès le S1, avec une UE qui s'appelle Métier des sciences du vivant, qui sert à montrer aux étudiants quels sont les métiers possibles dans le public et dans le privé, après un master de biochimie. Donc cette UE, elle est importante pour orienter le choix de stage qui sera fait potentiellement au S2, savoir dans quelle entreprise les étudiants vont faire leur stage. Donc ça, c'est au S1. Et puis au S1, on aura également des TP transversaux. Donc on a fait le choix, à partir de la rentrée septembre 2022, non plus de proposer des TP, comme c'est le cas généralement dans toutes les UE, mais de les regrouper dans des UE spécifiques pour montrer qu'il n'y a pas de cloison entre les différentes techniques. Il n'y a pas des études de biophysique qui seraient déconnectées d'études d'enzymologie. En fait, souvent, un projet fait appel à plusieurs approches. Donc, très rapidement, je ne sais pas si ça va vous parler, mais une expérience pourrait consister à produire une protéine recombinante. Donc, ça fait appel à de la biologie moléculaire, ça fait appel à de la biochimie pure et dure. Ensuite, après avoir produit la protéine, il faudrait la caractériser au niveau structural. Donc, ça fait appel à de la biophysique et de la biologie structurale. Et puis, si cette protéine qu'on a produite, c'est une enzyme, eh bien, après, il faut étudier sa fonction, son activité. Et donc, là, c'est de l'enzymologie. Donc, on aura des TP comme ça transversaux qui vous montreront que voilà, si on est biophysicien, on ne fait pas forcément que de la biophysique et on ne parle pas forcément que à des biophysiciens. Tout ça, c'est un tout. OK. Ensuite, on a un S2 avec de l'anglais et on va augmenter la part de l'anglais dans le master. Je vous en parlerai un petit peu après. De la biologie structurale, homéostasie cellulaire, donc c'est de la biologie cellulaire. Ensuite, on a ici une UE professionnalisante optionnelle qui laisse le choix aux étudiants soit de faire un stage, soit un projet expérimental. On incitera le plus possible les étudiants à faire un stage parce que plus vous faites un stage, mais quel que soit le master que vous ferez, c'est pas spécifique à la biochimie, plus vous ferez de stages, plus vous aurez de chances de vous intégrer dans le monde du travail. Donc, on incitera les étudiants à choisir le stage. Ensuite, pour les étudiants qui ne trouveraient pas de stage, qui ne pourraient pas faire de stage, on leur proposera un projet expérimental euh, en salle de TP, donc un projet de recherche avec une question scientifique à laquelle il faut répondre. Et puis, pour les étudiants qui, par exemple, souhaiteraient s'orienter en M2 vers de la communication scientifique, eh bien, il y aura des UE ici. Il y aura une UE de communication scientifique pour ces étudiants-là. Et puis, ici, une UE d'ouverture, biologie, éthique et société. OK. Donc ça, c'est une UE professionnalisante. Ensuite, on aura des UE d'ouverture, ici en option. Introduction à la biologie des systèmes, immunopathologie, infodémiologie, pardon, et vaccinologie. Ça, c'est une UE qui aura lieu en anglais. Oui, c'est écrit en anglais. Donc des UE voilà, d'ouverture. Donc ça, c'est pour le M1 qui sera classique, qui sera commun aux deux parcours de M2, parcours biochimie structurelle et fonctionnelle et parcours ingénierie biochimique et biotechnologie. Alors, si on commence par le parcours biochimie structurelle et fonctionnelle, vous vous souvenez, c'est celui qui forme les étudiants vers une poursuite d'études en thèse et à la recherche. Donc, on aura une première UE qui s'appelle Hot Topics in Biochemistry and Biotechnologies, qui aura lieu en anglais. Alors, dans cette UE, des personnes extérieures au master, qui peuvent être du monde académique ou du monde privé,
viennent se présenter leur parcours et leur activité dans leur emploi. Donc, ça peut être dans le privé, ça peut être dans le public. On a des personnes diverses qui viennent. Donc, ce sera en anglais. Et le rôle des étudiants dans cette UE sera de préparer les séminaires, de préparer les CV, enfin, d'étudier les CV des personnes qui communiqueront, de faire les présentations devant l'amphi qui assistera aux présentations, de poser des questions aux personnes qui présentent, d'animer les débats. Voilà, donc il y aura une participation active en anglais des étudiants. Deuxième UE, conception molécules bioactives et criblage, donc UE scientifique. Ensuite, si on reste dans les UE obligatoires, métabolisme, donc du métabolisme plus poussé ici, de la biologie structurelle également plus poussée et de la biologie de synthèse, donc des UE de biochimie pure et dure ici, pour compléter ce parcours. Donc ça, c'est le parcours biochimie structurelle et fonctionnelle, et je parlerai des options juste après. Le parcours ingénierie biochimique et biotechnologie qu'on crée à partir de septembre 2022 a deux UE communes, l'UE Hot Topics et l'UE conception de molécules bioactives et criblage, en fait, qui sont des UE qui sont aussi bien adaptés pour les étudiants qui veulent continuer en thèse que pour ceux qui veulent travailler dans le privé. Et pour ces étudiants qui veulent travailler dans le privé immédiatement après, il y a trois UE qui sont plus adaptés. Donc, il y a une UE qui sera importante, qui est l'UE qualité, qui explique aux étudiants ce que sont les normes qualité, les bonnes pratiques de laboratoire, etc. Donc, des choses qui sont évidemment de première importance quand on veut travailler dans le privé. Ensuite, une UE bioessai et bioréactif, où là encore, comme dans l'UE Hot Topics, on va demander à des professionnels de venir expliquer leur métier, ce qu'ils font, en quoi la biochimie leur a servi. Et donc là, il y aura des interactions aussi avec les étudiants. Et puis, pour terminer, l'UE nanobiotechnologie, qui est une UE où on aborde différentes technologies, comme par exemple les puces à ADN et beaucoup d'autres autour des nano-objets. Ok, donc ça c'est pour les UE qui sont obligatoires pour les deux parcours. Et ensuite, eh bien, les étudiants qui seront inscrits en M2, soit parcours recherche, soit parcours entre guillemets pro, pourront choisir dans une liste d'UE optionnels, deux UE optionnels en fonction de leurs intérêts. Donc les étudiants qui seront très intéressés par la biochimie structurale pourront choisir de se spécialiser davantage avec, par exemple, de la microbiologie structurale. Les étudiants qui sont intéressés davantage par l'enzymologie et le métabolisme pourront choisir des UE dans le métabolisme. Et puis, il y aura des UE d'ouverture vers d'autres biotechnologies, comme par exemple l'ingénierie tissulaire, qui est une biotechnologie en plein essor aujourd'hui, donc qui pourra être proposée ici. Ok, donc ça c'est le S3. Et puis le dernier semestre de master sera essentiellement constitué d'un stage en laboratoire, donc académique pour le parcours recherche et industriel pour le parcours pro, donc c'est 6 mois. Et puis il y aura une UE de dynamisation personnelle, UE qui sera très utile puisqu'on apprendra aux étudiants comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation, comment se comporter en entretien pour avoir toutes les chances d'être recruté plus tard. Et en ce qui concerne l'anglais, évidemment, il y a des UE d'anglais en plus des UE scientifiques qui auront lieu en anglais. Et comme pour tous les masters de l'Université Claude Bernard Lyon 1, pour valider le master, il sera demandé un niveau B1 au TOEIC, donc de passer l'examen du TOEIC et de valider un niveau B1. Ce qui est le minimum hein, quand on valide un master à Lyon ou ailleurs. Ok. Alors, il me reste 10 minutes pour parler des débouchés, et puis ensuite, on laissera la parole aux étudiants et diplômés qui vont témoigner. Alors, les débouchés. Les débouchés de la biochimie sont nombreux. Il y a plein de domaines qui font appel à des compétences en biochimie, de l'agroalimentaire à l'environnement en passant par la santé. Et cela dit, la santé reste quand même de loin le secteur le plus porteur, là où il y a le plus de débouchés de la biochimie en France et dans le monde. Alors c'est un secteur de la santé qui se porte très très bien et qui est en plein essor, et surtout à Lyon. Donc la santé et les biotech dans la métropole, 72 500 emplois, 12% de l'ensemble de l'emploi.
donc essentiel dans la santé, mais aussi beaucoup dans le secteur des biotech, pharma, medtech, des biotech au sens large. Beaucoup d'emplois et un emploi en croissance. Et ce qui est intéressant pour nos étudiants et nos formations, c'est que les biotech à Lyon se portent très, très, très bien. Il y a plus de 100 entreprises de biotech à Lyon sur les 750 en France. Donc, ça en fait, après Paris, la deuxième place en France où il y a le plus d'entreprises de biotech. Mais si on rapporte à la population de ces deux villes, il y a plus de biotech à Lyon par rapport au nombre d'habitants qu'à Paris. Donc, c'est vraiment une ville importante pour les biotech en France et même en Europe. En fait, ce magazine, ce numéro de Lyon Décideur, donc, qui a été publié en 2021, explique qu'aujourd'hui, Lyon est dans le top 6 ou 7 des places fortes en Europe pour les biotech. Bon, donc c'est une place qui est déjà bonne, mais que Lyon ambitionne d'être dans le top 10, non pas en Europe, mais dans le monde, euh, compte tenu en fait de la croissance actuelle des bibliothèques à Lyon. En fait, c'est un objectif qui est atteignable. Ah, oui, quelqu'un qui entend. Alors, alors, j'ai quelqu'un dans le chat qui n'entend plus rien, mais quelqu'un qui entend toujours. Donc, si c'est juste une seule personne qui n'entend plus, a priori, ça marche. Alors, il y a quelqu'un qui dit pareil, mais on ne sait pas si c'est pareil, j'entends ou pareil, j'entends pas. Ok, donc vous entendez, ok, ça marche. Oui, j'espère que vous entendez, parce que si je parle depuis 20 minutes tout seul, c'est pas intéressant. Ok. Voilà, donc Lyon, place forte des biotech en France, en Europe et peut-être demain dans le monde. Et c'est un domaine qui est en pleine croissance à Lyon. Donc il y a plus de 100 biotech. Ici, on en a écrit quelques-unes. Là, il doit y en avoir 40 ou 50. Donc il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a des biotech qui sont probablement inconnues de vous et d'autres qui sont connues. Biomérieux, Sanofi, tout ça, c'est des boîtes qui ont beaucoup d'emplois, qui emploient beaucoup à Lyon. Ok, alors, dans ces biotech, quels sont les postes qui sont accessibles aux diplômés? Alors, c'est très, très divers. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Alors, du coup, C'est moi qui suis en train de répondre dans le d'accord, ok. Ok. Donc, je vais pas répondre dans le chat, donc c'est voilà, c'est ma collègue qui répond. Ok. Débouchés très divers. Quelques exemples, qui sont des exemples réels hein, ici, hein, de vrais diplômés. Alors, le domaine qui recrute le plus, c'est le domaine des R&D. Bon, ça semble assez logique, avec différents niveaux de poste et de responsabilité. Alors, ça dépend évidemment des études qu'on a fait ensuite. Donc, assistant ingénieur, ingénieur d'études, ingénieur de recherche, chercheur, CNRS, INSERM, INRA, enseignant-chercheur. Il faut savoir qu'avec un diplôme de master, on peut postuler sur des postes d'assistant ingénieur et d'ingénieur d'études. Donc, un diplôme de master donne un niveau ingénieur, mais dans le milieu académique, ingénieur d'études. Euh, pour ce qui est des postes d'ingénieur de recherche et de chercheur et d'enseignant-chercheur, eh ben, ces postes sont accessibles avec une thèse. Donc là, il y a une petite distinction entre les étudiants qui vont faire une thèse et ceux qui n'en feront pas. Ici, ingénieur d'études après un master, ingénieur de recherche après une thèse. Alors voilà quelques exemples d'étudiants plus ou moins récemment diplômés. Donc Camille, diplômée parcours biochimie structurelle et fonctionnelle 2016, ingénieur bioprocédé Sanofi Lyon. Donc directement après, là j'ai pas mis thèse, hein, donc c'est directement après son master. Alexis, diplômé 2016, responsable de projet Calixar. Alors Sanofi évidemment c'est une grosse boîte, Calixar c'est une start-up. Donc voilà, il y a des débouchés dans les grosses boîtes, dans les start-up. Romain, diplômé 2019, doctorant thèse CIFRE, Biomérieux. Alors les thèses CIFRE, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Ce sont des thèses qui sont faites en associant une université qui va délivrer le diplôme de docteur et une entreprise eh ben, qui forme le doctorant qui finit la formation du doctorant. Et donc c'est intéressant parce que en finissant ses études, le doctorant a déjà un pied en entreprise et très souvent les entreprises qui embauchent des doctorants, ben ensuite les embauchent définitivement après la thèse. Euh,
bon, je vous en dis pas forcément plus, puisque Hugo, qui est diplômé en 2019, c'est une des deux personnes qui viendra témoigner à la fin de la séance, qui fait sa thèse CIFRE donc, dans une biotech en Espagne. Et puis là, j'ai mis un exemple d'une collègue qui travaille dans mon laboratoire, Carole Bougot, diplômée en 2005, qui a fait une thèse après son master de biochimie et qui est maître de conférence Lyon 1. Ensuite, dans le domaine de la qualité, différents métiers sont possibles avec ou sans formation complémentaire. Donc, il y a Bénédicte, diplômé du parcours IBB, donc le parcours qui ouvre en septembre 2022. En fait, il existait dans le passé, il a été supprimé en 2016, donc là, on le recrée. Diplômé IBB en 2015, ingénieur assurance qualité, sans autre formation après son master. À côté de ça, on a Anis, diplômé parcours BCF en 2018, qui lui a fait, après son master, une autre année de master 2 de spécialisation, enfin d'ouverture plutôt, je devrais dire, pour avoir une double compétence biochimie management, et qui est chargé d'assurance qualité aujourd'hui dans une biotech à Lyon. Alors, ça peut vous paraître démoralisant de se dire que après un bac plus 5, après un master, il y a des étudiants qui refont une année de M2 pour avoir un poste. On peut le voir comme ça, mais je vous conseille de le voir de façon plus positive en vous disant que il y a beaucoup d'étudiants qui font ça et ce sont des étudiants qui sont ensuite très bien armés pour entrer sur le monde du travail, dans le monde du travail, qui ont des postes souvent à responsabilité. Donc c'est quelque chose vraiment à considérer de faire un master, et puis juste après une année en fait d'ouverture, comme ici management. Ensuite, on a des étudiants qui souhaitent faire encore aujourd'hui travailler dans le domaine de la recherche clinique, qui ont souhaité faire assistant en recherche clinique ou attaché de recherche clinique. Donc, c'est tout à fait possible avec ou sans formation complémentaire. Ici, on a Héloïse, diplômée 2016, qui a fait une formation complémentaire, Clinical Data Management, et qui est responsable des données cliniques aux Hospices civils de Lyon, donc un très bon poste, après un master de biochimie. Et puis enfin, pour terminer, support conseil, donc beaucoup de postes différents qui sont souvent empruntés, réalisés par nos diplômés, assistant ingénieur brevet, chargé de veille, chargé d'affaires, conseil en propriété industrielle, rédacteur médical et scientifique. Donc là, deux exemples. Rita Maria, diplômée 2019, donc c'est récent, consultante pour une biotech. Et puis Olesia, diplômée en 2019 ou 19, qui a fait un M2 ensuite, management, et qui est aux affaires réglementaires Sanofi à Lyon. Il me reste 2 minutes pour cette diapo-là. Diapo pratique. Comment se renseigner et s'inscrire? Alors, plusieurs voies possibles. Trouver mon master, je pense que vous connaissez ce site qui permet d'avoir accès à tous les masters de France dans une discipline donnée. Donc, vous aurez accès à notre master via ce site-là. Ensuite, il y a le site du master avec l'adresse au centre ici qu'on est en train de remettre à jour, de redévelopper en mettant le plus d'informations possible. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Et puis après, pour les étudiants de Lyon 1 et même pour les autres, vous pouvez nous écrire, nous téléphoner. Donc, j'ai mis nos coordonnées dans la première diapositive de la présentation. Là, j'ai remis mon mail, mais vous pouvez contacter n'importe quel biochimiste de Lyon 1 pour avoir des informations. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, s'il y a des enseignants de TD ou TP que vous connaissez un petit peu mieux que d'autres, voilà, allez discuter avec eux si vous vous sentez plus à l'aise, il n'y a pas de souci, bien sûr. OK, si après vous êtes renseigné, vous voulez postuler, évidemment, c'est possible. Il faut aller sur e-candidat. Donc, c'est la dernière année où e-candidat est la plateforme qui permet de candidater au master à Lyon et en France. Ensuite, elle sera remplacée par une autre plateforme. Mais aujourd'hui, c'est encore e-candidat. Les dates viennent d'être publiées. Donc, on a les dates de candidature. Ça va ouvrir le 24 avril 2022 et fermer le 24 mai 2022. Donc, il y a un mois pour déposer son dossier. Et puis ensuite, les résultats seront donnés donc un mois encore plus tard, 24 juin. Et ensuite, vous aurez un tout petit peu de temps, pas beaucoup, pour faire le choix de votre inscription si vous avez plusieurs réponses positives de plusieurs masters.
Ok. Concrètement, si vous avez une licence de biochimie à Lyon ou dans une autre ville de France, eh bien, vous aurez toutes les chances d'être accepté en master de biochimie, puisque c'est la suite logique des études de la licence de biochimie. Mais même si vous n'avez pas de licence de biochimie, eh bien, vous avez des chances d'être accepté. Si vous avez une licence, par exemple, de biologie classique, on va dire, avec des enseignements de biochimie, eh ben, voilà, vous pouvez très bien être accepté en master de biochimie. La licence de biologie de Lyon offre de très bonnes bases en métabolisme et en enzymologie. Donc, c'est tout à fait possible d'intégrer le master ensuite. Alors, on demandera aux étudiants qui n'ont pas fait de licence de biochimie, ben, évidemment, leur relevé de notes qu'on va regarder et puis une lettre de motivation qui nous explique pourquoi ils veulent plus faire de la biologie, ils veulent faire de la biochimie. Et on regardera ça, évidemment, précisément. Et puis les bons étudiants, on leur fermera pas la porte, c'est assez sûr. Ok. Du coup, 2h41, c'est magnifique. Je vais passer la parole maintenant à la première personne qui va venir témoigner. Alors, je sais pas. Question dans le chat. Combien de candidats pour combien de places? En général. Euh, Combien de places en M1? À peu près 60. 60 places en M1. Combien de candidats? On était à 200 ou 300. 200 ou 300. Entre 200 et 300. Voilà. Après, comme je viens de vous dire, si vous avez une licence de biochimie, vous avez de bonnes chances, très bonnes chances d'être pris. Parce que bon, voilà, c'est vraiment les prérequis qu'on demande. Après, évidemment, si vous avez une licence de physiologie avec de multiples redoublements, c'est plus compliqué. Mais entre les deux, voilà, on sera de façon bienveillant et on fera attention à votre motivation aussi. Ok. Donc là, je laisse la parole à Claire qui va expliquer son expérience maintenant. Du coup, bonjour à tous. Je m'appelle Claire, je suis actuellement dans le M2 de biochimie. Donc moi, je viens d'abord d'un BTS biotechnologie où j'ai pu avoir une vision un peu globale de toutes les biotechnologies. Et je me suis spécialisée après en licence biochimie parce que la biochimie me plaisait plus. Et plus particulièrement au niveau de la biologie structurale, tout ce qui est études de structure, de dynamique et même modélisation moléculaire. Et donc, du coup, j'ai fait ce master notamment parce qu'il y avait pas mal d'UE au niveau de la biologie structurale et de la bioinformatique avec la modélisation moléculaire. Du coup, ce que j'ai aimé dans ce master, c'est notamment ces UE-là de biologie structurale avec la RMN, la cristallographie Oriox. On a un tout petit peu de cryo-EM, mais apparemment, il y a un cours complet qui va être dessus. J'ai aussi beaucoup aimé ce qui était introduction à la biologie des systèmes et biologie de synthèse. C'est des lieux qui sont très intéressantes et qui complètent pas mal le lieu de bioinformatique. Alors ceux qui ont fait ou qui vont faire la L3 biochimie, il y a une lieu de bioinformatique, mais elle est très très différente de celle de master. J'avais eu beaucoup de mal en L3 et celle de master est vraiment vraiment super. Elle est très très intéressante et beaucoup plus approfondie. Ensuite, alors vous avez l'opportunité de faire des stages. Comme M. Mag l'a dit, il conseille énormément les stages. Mais pour le M1, si vous avez déjà fait des stages et vous avez déjà l'expérience du stage, je vous conseille aussi l'UE de projet expérimental, qui était une UE vraiment très intéressante où, alors contrairement au stage où vous êtes tout seul dans une équipe de scientifiques, là, vous serez un petit groupe d'étudiants à travailler ensemble pour monter un projet et je trouve que c'était vraiment très très intéressant. C'est un aspect sympa à voir, je trouve, et c'est vraiment vraiment bien pour une première. Ensuite, du coup, moi, mon projet professionnel pour la suite, c'est de faire une thèse en recherche et donc en biologie structurale et biochimie structurale.
Au niveau des stages, les recherches de stages, il faut s'y prendre assez à l'avance. C'est super important parce que ça va arriver très vite. Quand vous aurez fait votre M1, vous arrivez en M2 et ça va être très très rapide. Et en général, en début d'année, les gens sont très occupés. Donc je vous conseille de vous y prendre à l'avance, d'envoyer des mails, de ne pas hésiter de relancer les personnes, de les appeler pour leur demander s'ils ont bien vu les mails, etc. C'est très important de s'y prendre à l'avance parce que ça arrive très très vite. Et je pense que globalement c'est tout. Au niveau du contenu, c'est pas évident. Il y a des choses qui sont difficiles. Après, ça dépend d'où vous venez. J'ai des collègues qui étaient en biologie cellulaire. Eux, ils ont beaucoup eu de facilité avec tout ce qui était UE de métabolisme. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ces UE-là. Je pense que ça dépend des gens. Mais dans l'ensemble, bah, oui, il y aura du travail. Il y a des UE qui sont un peu différentes. Par exemple, d'enzymologie. En L3, elle est énormément axée sur du par cœur, alors qu'en master, il faut vraiment comprendre les démonstrations parce que dans les sujets, il y a des petites subtilités qui vont faire que vous allez devoir adapter vos démonstrations. Et il est important que vous compreniez comment fonctionnent les démonstrations pour les adapter. Et pour cela, les annales, elles sont vraiment super. Donc, je vous conseille vraiment de faire les annales. Il y a des corrigés. Et si vous n'avez pas les corrigés, n'hésitez pas à envoyer des mails à vos profs pour leur demander des conseils, leur montrer vos exercices pour qu'ils essaient de vous corriger. En général, la plupart du temps, ils répondent. Après, s'ils ne répondent pas, essayez peut-être de les relancer ou de leur poser les questions en cours. Mais voilà, entraînez-vous, c'est hyper important. Et pour les UE de métabolisme, faites des schémas. Les schémas, je trouve que c'est vraiment fondamental. Ça va vous aider à vraiment bien visualiser. Et si ceux du coup ne vous correspondent pas forcément, n'hésitez pas à faire des recherches. On a Internet, c'est vraiment super. Donc, utilisez-le et essayez de vous créer votre schéma que vous comprendrez bien si vous avez du mal en cours. Voilà. Bon. Voilà, je l'ai pas dit, mais c'est une séance, c'est un témoignage suivi de questions. Donc, on a quelques minutes. Si vous avez des questions à poser à Claire, allez-y. Peut-être que voilà, vous avez des questions pour elle qui est étudiante que vous poseriez pas au responsable du master. C'était trop clair. Aussi, si vous avez des questions. Ok. De toute façon, Claire, elle reste là. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, posez-les dans le chat. On lui relayera. Et maintenant, on va passer au témoignage d'Hugo. Alors, Hugo, c'est un diplômé de 2000, alors je ne sais plus quand, il y a quelques années. En fait, ça va être intéressant parce qu'il va vous expliquer en quoi son master lui a servi pour trouver un poste, même s'il est encore étudiant. Hugo, est-ce que vous êtes là, en ligne? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, super. Alors du Vous coup, m'entendez bien? Ok, je vais partager votre document et vous laisser la parole. Super. Merci David. Attendez. Il faut que je l'ouvre. Tac. Sinon, je l'ai ouvert. Je peux toujours partager mon écran au cas où. Ah bah ouais, comme vous voulez. Ah, Bah, je viens de le mettre, donc pas de souci. c'est bien. C'est bien. Plein écran. Allez, c'est à vous. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Hugo. Et donc, l'objectif de ma présentation va être un petit peu différent de celle de Claire, puisque je vais vous expliquer un petit peu mon parcours et comment j'étais amené finalement à être embauché comme doctorant dans une start-up qui s'appelle Peptomic. Euh, donc, peut-être qu'on peut commencer la présentation. Donc, moi, je suis étudiant à la base, je suis dijonnais. Et donc, j'ai commencé par faire une licence en biologie avec une spécialité biochimie à Dijon.
rien de bien particulier là-dessus. C'était 2 années assez générales. C'était plutôt censé nous orienter. Moi, je pense que vous avez un peu suivi le même genre de parcours, je pense. Euh, mais bon, j'ai vécu toute ma vie, enfin, jusqu'à mes 18-19 ans, j'avais vécu toute ma vie à Dijon. Donc, je me suis dit que ce serait bien de changer un peu d'air. Et du coup, j'ai décidé en troisième année, si vous pouvez passer, David, merci. Donc, d'aller en Norvège comme étudiant Erasmus. Donc, j'ai passé un an là-bas et j'ai passé ma licence. Du coup, j'ai réussi à valider ma licence là-bas, donc, en faisant un programme qui était basé plus sur les biotechnologies. Et du coup, ça correspondait bien à ma licence à Dijon. Donc, ils m'ont validé mon année. Donc ça a été une super expérience pour moi parce que c'était bon, forcément, c'était un peu l'aventure, quoi, hein. Dans un autre pays, je parlais pas super bien anglais, donc ça m'a, ça m'a un peu appris à vivre tout seul, en dehors de chez papa-maman. C'était vraiment une bonne expérience. Et juste un commentaire là-dessus. Si jamais vous avez pas eu l'opportunité ou pas eu la chance de faire une année à l'étranger ou un stage à l'étranger, c'est quelque chose que personnellement je vous conseille fortement parce que c'est vraiment quelque chose d'enrichissant en général. Je veux dire, tous les gens que j'ai rencontrés qui revenaient d'Erasmus disent ah c'était super machin blablabla. Au début, avant de partir, je pensais ils exagèrent et quand je suis revenu, bah, j'ai compris pourquoi les gens en parler aussi bien. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment. Et je crois que vous avez plusieurs opportunités d'ailleurs. Voilà, c'est un petit peu tard pour l'année en licence, pour partir en licence, mais par exemple, vous pouvez faire un stage si jamais vous portez un master. Le stage, vous pouvez le faire à l'étranger. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi. Du coup, à la fin, en revenant de cette année d'Erasmus, j'ai décidé d'intégrer du coup le master à Lyon 1, de biochimie, du coup. Donc le même master que Claire vous avait présenté. Et donc, je suis resté 1 an et demi à Lyon parce qu'au final, j'ai fait le M1. Durant mon M1, j'ai fait un petit stage de 2 mois. Donc, il y a un stage optionnel de 2 mois. Je crois qu'il est toujours de 2 mois, non, David? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ok, ouais. Donc, j'ai décidé de faire le stage de 2 mois donc dans l'équipe GEMBAS au CNRS, sous la supervision de Bastien Doumèche. Donc, ça, c'était un petit stage. Au final, c'était vraiment court. Mais encore une fois, je vous recommande vraiment de le faire parce que je veux dire, ça peut être que positif en fait, enfin, la sortie de stage peut être que positive parce que d'un côté, vous pouvez, peut-être que vous allez vraiment trouver un sujet que vous adorez, que sur lequel vous voulez travailler par la suite. Et si vous n'aimez pas le travail en labo, bah, au moins vous saurez que vous n'aimez pas le travail en labo. Donc, faut vraiment pas avoir peur de ce genre de démarche. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, c'est quelque chose de très enrichissant. Il faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Je pense que c'est aussi beaucoup valorisé de faire ce genre de petits stages. Ça vous donne un petit peu d'expérience sur le terrain. Et c'est quelque chose, ouais, encore une fois, je vous le recommande fortement. Et donc, mon stage était porté plus sur de la chimie organique. Donc, c'était quelque chose un petit peu bizarre parce que moi, je suis biochimiste de formation. Et donc, pour un biochimiste biologiste de faire de la chimie, c'était pas commun. Mais par la suite, ça m'a plutôt aidé, à vrai dire. Parce que du coup, mon stage de fin de master, donc euh, donc je l'ai passé à Barcelone. J'ai décidé de partir à Barcelone 6 mois. Euh, merci. Donc mon stage, il était basé, en fait, il était un peu à la frontière entre biochimie, biologie structurale et chimie. Et du coup, là, ce petit stage dont je vous ai parlé en M1 m'a beaucoup aidé en fait pour trouver ce stage. Parce que le fait d'avoir un petit peu d'expérience en chimie organique, euh, bah, ça a bien plu à mon, à mon, à mon maître de stage, professeur Gérald. Et du coup, ça m'a permis d'avoir vraiment une super expérience. J'ai eu la chance parce que professeur Gérald, c'est quelqu'un d'assez, enfin, c'est forcément, je vous balance un nom comme ça, mais c'est quelqu'un d'assez connu, on va dire, dans ce qu'il fait. Et donc, c'est un nom assez prestigieux, en tout cas sur Barcelone, c'est un nom assez connu. Et donc, ça m'a permis du coup, cette expérience encore à l'étranger. Ça m'a permis aussi de redévelopper un peu mon anglais, d'apprendre un petit peu d'espagnol. Mon espagnol n'était vraiment pas terrible. J'ai fait 5 ans d'espagnol au lycée, mais j'étais le dernier de la classe. Donc, passer 6 mois en Espagne, ça m'a bien, ça m'a bien aidé. Et du coup, grâce à ce stage, encore une fois un petit peu particulier, donc qui était un peu au croisement entre biochimie et biologie moléculaire et biologie structurale, chimie, en fait, ça m'a donné une certaine polyvalence. En fait, disons que j'étais pas spécialisé dans quelque chose en particulier, mais je savais faire plein de choses assez basiques, mais disons que j'avais des bonnes bases dans beaucoup de domaines.
Et donc, et après ce stage, en fait, j'ai réalisé que j'aimais particulièrement la science appliquée, non? Euh, Disons que ce que j'aimais bien dans la science appliquée, c'est que j'avais l'impression qu'on pouvait avoir un impact dans des années relativement, enfin, dans un futur relativement proche, c'est-à-dire pas dans 40, 50 ans, mais plus dans 10 ans, 10, 15 ans. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée, en fait, à la base, de faire un stage, de faire un stage en entreprise, enfin, de faire un stage, pardon, de faire un doctorat en entreprise. Parce que forcément, la science qui se fait en entreprise, c'est de la science qui est très appliquée, parce que c'est de la science qu'on veut commercialiser dans un futur relativement proche. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu un peu l'idée de ce genre de thèse. Donc, en France, ça s'appelle des thèses CIFRE, mais bon, bien sûr, ça se fait dans d'autres pays, et dont en Espagne. Et c'est comme ça que donc j'ai été embauché après environ 3 4 mois de recherche. J'ai été embauché donc chez Peptomic. C'est une petite entreprise on est 10, 12 maintenant. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe des petites protéines qui ont des propriétés antitumorales. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et en fait, ce qui s'est passé, juste pour vous expliquer un petit peu comment je me suis fait embaucher. euh, Peut-être que si vous pouvez passer la prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Euh, En fait, ma stratégie, juste pour vous donner un petit peu mes trucs et astuces, ma stratégie, en fait, c'était pour me faire embaucher dans une entreprise. Bah, j'ai commencé par regarder un peu ce qui se faisait dans l'écosystème. Donc, qui a gagné, enfin, qui a remporté telle bourse, quelle entreprise, enfin, quel investisseur a investi dans telle boîte. Et en fait, ça m'a permis un peu de voir déjà, de un, enfin, quelles entreprises étaient assez solides pour embaucher, donc quelle entreprise avait de l'argent pour embaucher, et quelle aussi start-up avait les reins assez solides pour pouvoir embaucher sur 4 ans, parce qu'il ne faut pas oublier que le doctorat, en général, bon, en tout cas en Espagne, c'est 4 ans. Et donc, il faut qu'elle survive, parce qu'une start-up, ça peut être assez instable, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, mon entreprise, c'est littéralement l'article que j'ai vu au moment où j'ai pris connaissance de mon entreprise. Donc, j'ai vu que mon entreprise, elle a remporté à travers d'une bourse de 2,2 millions d'euros. Donc, je me suis dit, ben, ils doivent avoir de l'argent pour embaucher. Et donc, j'ai commencé à envoyer des candidatures spontanées assez ciblées. Donc, j'ai contacté ma chef directement. Moi, ce que je vous conseille donc dans les années futures, quand vous chercherez du travail, c'est d'essayer d'envoyer des emails à, à la personne qui serait votre chef, entre guillemets, enfin, la personne qui est la plus concernée. Parce que les ressources humaines, c'est un peu la loterie, je pense. Euh, Disons que des fois, c'est bien redirigé, des fois, c'est pas bien redirigé. Enfin, c'est juste mon conseil. Euh, et après, comment je me suis fait recruter? Moi, j'ai été contacté. Au début, ils m'ont dit, bah, votre CV m'intéresse, mais, euh, mais on n'a pas de place pour vous. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ils sont bien polis, mais bon, au moins, ils m'ont répondu, mais c'est un peu mort. Et après, 4 mois plus tard, enfin 3 mois plus tard, pardon, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, ben, écoutez, on a une place pour vous. Est-ce que ça vous intéresserait de venir bosser en tant que technicien dans un premier temps? Donc, moi, je dis, bah oui. Donc, je suis allé à l'interview. Et j'aurais fait comprendre que moi je voulais faire un doctorat, puis bon, ça les intéressait aussi. Donc de fil en aiguille, ils m'ont embauché comme technicien. Mais à partir du moment où j'ai trouvé ma bourse, qui sont des bourses spéciales, hein, des bourses pour le privé, c'est des bourses qui sont un peu plus faciles à obtenir d'ailleurs, en tout cas en Espagne. Et donc à partir du moment où j'ai eu ma bourse, ben, je suis devenu officiellement étudiant doctoral. Et donc moi je pense que, enfin, ce qu'il faut, je pense que vous compreniez en tout cas, c'est que en tout cas en sortie de master, je pense pas que les recruteurs s'attendent à ce que vous ayez 300 d'expérience, parce que personne n'a 300 d'expérience en entreprise ou dans un labo en sortie de master, c'est impossible. Mais ce qu'il faut que vous montriez avant toute chose, c'est de la motivation et de l'énergie, parce que c'est ce qui gêne en fait. Il veut recruter quelqu'un de jeune. Et donc, qu'est-ce qu'on a en commun, les jeunes? C'est que bah, on est motivé, on a l'énergie, on a un peu la niaque, non? De- de- D'apprendre et de se développer personnellement. Et donc, forcément, si vous montrez que vous avez un petit peu d'expérience dans le domaine dans lequel vous voulez travailler, c'est aussi vraiment bon. Mais il faut vraiment comprendre que c'est ça, il faut vraiment montrer votre motivation, je pense. Euh, et donc, je ne sais pas si j'ai encore le temps, David, je vois que ma présentation est un petit peu longue. Si, encore dans 2-3 minutes, ouais. Oui, ok, bah, juste très rapidement, ouais, pour vous parler de ce que je fais au quotidien, vous, pour que ce soit un peu plus concret pour vous.
Donc, ce que je vais vous dire, par contre, c'est vrai pour une startup. Donc, c'est-à-dire que une thèse dans une entreprise, on peut aussi la faire dans une grosse boîte pharmaceutique. Ça se fait aussi. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment dans une startup. Donc, c'est-à-dire que c'est dans une petite équipe où il faut être polyvalent. Euh, donc, voilà, faut garder ça en tête juste. Mais du coup, donc, mes missions quotidiennes, donc, ben, bien sûr, c'est de mener à bien mon projet. Donc, j'ai un projet de thèse. Donc, il faut que je pense à mes expériences, il faut que j'analyse des données, etc., etc. Je discute avec mes collègues. Je lis des articles quand j'ai le temps. Je peux participer à des conférences. Après, j'ai plus un travail de fond aussi dans le labo, donc c'est-à-dire que c'est un peu les restes de mon travail de technicien, je vais le dire. Donc, il faut que je gère des achats. Par exemple, j'ai un projet où j'aide quelqu'un à faire un train, bah, je vais acheter quelque chose pour la personne, ou alors je vais gérer des stocks. Et donc, il y a des gens qui vont me demander, ah, est-ce que tu peux me donner ça, machin. Donc, c'est moi qui leur prépare la molécule, la bonne concentration, etc., etc. J'ai aussi d'autres projets. Et j'ai aussi une gestion de projet. Gestion de projet, je veux dire, j'ai plus de discussions avec des autres entreprises, par exemple, ou alors un groupe public. Euh, donc, par exemple, je vais parler avec des gens pour qu'ils nous fassent une expérience, enfin, pour qu'ils développent une expérience pour nous, ou je vais aussi travailler sur une justification de bourse, ou je vais faire un rapport pour des investisseurs. Euh, et donc, juste très rapidement, pour finir, donc, les points positifs, au final, c'est que dans mon boulot, c'est qu'aucun jour ne se ressemble parce que j'ai beaucoup de types de travail différents, on va dire. Donc, chaque jour est différent. Et je peux discuter avec beaucoup de monde dans l'industrie, comme vous l'avez compris. On m'accorde beaucoup d'autonomie, euh, ce qui est, bon, en tout cas pour moi, ce qui est une bonne chose. Et j'ai un pied dans le public et dans le privé parce qu'en fait, mon entreprise a été créée à partir d'un labo public. Donc, je travaille main dans la main avec les chercheurs du coup du labo public. Donc, c'est vraiment, et par exemple, j'ai aussi été auteur d'un article scientifique qu'on a fait complètement en collaboration avec un labo public. Et donc, ça, c'est toujours quelque chose de bon, de bon savoir. Et aussi, il faut savoir que un salaire d'un doctorant dans le privé est un petit peu plus élevé que dans le public, en général, en tout cas en Espagne, encore une fois. Et dans les cas négatifs, bah, en général, c'est qu'on est toujours dans le plus. La chose la plus importante, c'est qu'on est toujours dans l'urgence, quoi. On est toujours en train de courir à droite à gauche. Il y a un tel qui a demandé ça, il y a tel investisseur qui a demandé ça. Et on est toujours dans l'urgence, donc des fois, c'est un petit peu compliqué de tout organiser. Mais donc voilà, j'espère que ça a été clair. Euh, Bien sûr, si vous avez des questions, encore une fois, je pense que je suis un petit peu en retard, j'ai été un peu long. Mais vous pouvez me contacter sans problème. Je ne sais pas si vous avez pris aussi la dernière slide, David, mais je crois il y a mon adresse email. Si jamais vous voulez me contacter, vous pouvez aussi me contacter par LinkedIn si vous me trouvez. Enfin, vous cherchez Hugo Tabusso et vous me trouverez. Mais n'hésitez pas à me contacter, je serai heureux. Merci Hugo. Présentation, témoignage très instructif et on peut en retenir que plus vous faites d'expérience, je parle aux étudiants en général, hein, plus vous faites d'expérience, soit en stage, laboratoire, Erasmus, vous montrez que vous êtes volontaire, vous êtes dynamique, vous bougez, ça plaît énormément aux recruteurs, ça c'est sûr. Plus que si vous restez à la fac dans la même ville, vous faites pas de stage, vous êtes plan-plan, ce sera plus difficile. Ok. Euh, du coup, j'ai pas regardé si dans le chat il y avait des questions pour Claire ou pour Hugo ou pour moi. Stéphanie, je sais pas si non, il n'y a pas de questions particulières. Ok. Donc si Comme vous je l'ai dit, si pensez vous à avez des des, questions plus tard, ouais, oui, il oui, n'y a aucun problème. exactement. En tout Exactement. cas, Si vous avez merci des beaucoup, questions David, plus pour tard, votre alors. invitation. Non, mais c'est moi qui vous remercie. C'était sympa. Si vous avez des questions plus tard, bah, si c'est pour Hugo, vous avez son adresse. Si c'est pour Claire, pareil. Et puis pour nous, bah, n'hésitez pas, on vous répondra avec plaisir. Alors, j'allais dire, on a la salle Thémis 56 pour ceux qui veulent discuter avec nous. Mais voilà, j'imagine que ça va être compliqué pour vous. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne continuation, un bon choix, une bonne réflexion. Et puis, surtout, renseignez-vous, renseignez-vous, renseignez-vous. Informez-vous.
la mobilité est nécessaire après le master? Quelle question? Alors, première question, est-ce que la mobilité est nécessaire après le master? Euh, alors, Ça dépend. Ah bon, il y a une façon. Voilà, donc ça forcément, ça dépend le projet, ça dépend tout un peu, ça jamais un point clé. Quoi, mais, ouais. En fait, ouais, toutes les expériences, je ne sais pas si vous entendez ma collègue qui parle. Euh, alors, toutes les expériences, tous les stages, toutes les mobilités sont utiles pour trouver du travail après. C'est pas une obligation, mais, c'est utile. Nécessaire, non. Utile, oui. Est-ce que c'est possible, après un master, de faire quelque chose d'indépendant, par exemple, de lancer son propre labo? Euh, Vous êtes très, 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 très optimiste. Alors moi, non, j'ai jamais vu ça. Après la thèse. Après, si vous me permettez, David, je pense que c'est plus une question de financement, non, dans ce cas-là. Att- Il faut- Alors faut- attendez, parce ouais. En fait, après le master, c'est peut-être arrivé, mais je pense que c'est rarissime. Après la thèse, oui. Après la thèse, oui. Alors Claire, ouais. Alors, il y a une ancienne étudiante, je me rappelle plus son nom, c'est Emmanuel, son prénom. Elle a lancé la startup Tiamat. C'est une startup de biotech qui utilise les plantes pour produire notamment le SVF. C'est des facteurs de croissance, mais ces facteurs de croissance, le SVF, ça provient des animaux. Et elle essaie de développer ce genre de produit, mais de façon végétale, sans passer par les animaux. Et elle a créé sa startup et ça fonctionne super bien. Elle s'est même exportée à l'international aux États-Unis, là, il n'y a pas longtemps. Mais après un master. Donc, oui, elle a fait ce master-là, elle a fait ce Oui, master. mais elle n'a pas fait de thèse ensuite? Je crois pas qu'elle ait fait, faudrait se renseigner Alors, peut-être sur son LinkedIn, mais je crois pas ok. qu'elle ait fait thèse. Alors non, mais c'est intéressant, je regarderai du coup, et ça me parle pas comme ça. Parce qu'elle est venue faire MSVMAI, elle a présenté Ah, ok. Ok. Donc, son on va la retrouver. entreprise, ça fonctionne super bien. Ok. Ok. Merci Claire. Alors, du coup, c'est possible. Alors, bon, je pensais que c'était très, très compliqué, mais ouais, je pense que ça l'est compliqué, mais c'est possible. Euh, après la thèse, oui. Après la thèse, oui, c'est possible. Après le master, plus compliqué. Comment vous avez trouvé les stages? Alors pour les stages, ben, il faut simplement faire preuve de dynamisme et il faut aller discuter. Il faut aller discuter. Alors si vous cherchez un stage en académique, donc c'est-à-dire à l'université ou dans les laboratoires CNRS ou INSERM, ben, il faut aller discuter avec les enseignants-chercheurs. Il faut se faire connaître, il faut parler, il faut voilà échanger. Faut pas avoir peur en fait, hein. Les labos, ils sont aussi contents d'accueillir des stagiaires, donc il faut pas avoir peur, il faut les discuter avec eux. Et puis après, dans le privé, eh ben, il faut contacter. Alors même si vous ne connaissez pas, il faut envoyer son CV, il faut les contacter. Alors on a des UE qui aident à savoir comment faire pour contacter les boîtes. Mais voilà, faut pas hésiter, hein. Qu'est-ce qu'on risque à part un refus? Pas grand-chose. Euh, on va se faire renvoyer de la salle, je pense, bientôt. On va être obligé d'arrêter. regarde la personne qui a créé ça. Oui, la personne qui a créé sa startup s'appelle France Emmanuel Adil. 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 OK. Ah, d'accord. OK. OK, donc c'est possible. Adil, Adil, son nom. Oui, oui, oui. Oui. C'est la première accélération. J'ai des talents, en fait. Ouais, ben, c'est pas grave. Ah, oui, voilà. Non, par rapport aux stages, en fait, donc c'est sûr que dans votre cursus, les stages commencent à apparaître dans vos UE de formation à partir de la L3, donc avec des stages optionnels en L3 et en M1 et obligatoires en M2. Mais dès la L1, en effet, vous pouvez faire la démarche L1, L2 de trouver un stage.
Alors, c'est jamais forcément facile, mais vous pouvez faire des stages volontaires de découverte de labo, soit sur vos périodes de vacances universitaires, par exemple, en cours d'année ou sur les vacances d'été. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, le plus facile parfois, c'est soit parce que vous avez des contacts, connaissez des gens, ou via vos enseignants. On est tous enseignants-chercheurs, donc avec des affiliations donc dans des laboratoires. Et si voilà, vous avez la motivation et puis un projet derrière, voilà, c'est toujours possible de trouver des choses, des L1, L2. Là, au laboratoire où je travaille, on a accueilli une étudiante qui a fait un stage, donc elle est en L2. Elle a fait un premier stage là à l'automne et elle revient en fait cet été pour un mois de stage, en stage volontaire. Alors, ça n'a pas été forcément simple pour elle, mais voilà, à force de contacter les gens, d'expliquer son projet, elle a trouvé. Donc voilà, c'est faisable. Pour compléter ce qui vient d'être dit par Stéphanie, les entreprises accueillent bien des stagiaires en observation, des stagiaires de troisième de collège. Donc voilà, donc en première année, c'est pas impossible du tout. On va clôturer la réunion maintenant. Merci à tous. Et puis, on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci Hugo. Bonne continuation à Barcelone et peut-être à bientôt.